Ok, bienvenue sur la formation, la suite de la formation, la suite logique de la formation en présidentiel. Cette fois-ci, c'est le tutoriel qui vous permettra maintenant de vous accompagner. En gros, c'est une suite logique comme un aide mémoire qui vous permettra de pouvoir visualiser tout ce qu'on a eu à faire. Ensuite, vous exercer sur ces notions. La formation en question, il y avait eu la phase, il y a deux phases, la phase de présentation et la phase pratique. Cette fois-ci, nous aurons à voir la phase pratique en premier lieu et je mettrai la phase de présentation en second plan, d'accord? Ceci juste pour des questions pour ne pas que vous ayez à vous ennuyer parce que certainement les tutoriels, c'est ennuyant à un moment donné. Donc, je ferai au mieux d'être également le plus direct et le plus court en matière de temps et d'aller franchement droit au but pour vous permettre d'appréhender ces notions de la manière la plus lisible et la plus rapide que possible. La formation en question, c'était sur la mise en forme d'un mémoire de fin de cycle sur Word. En gros, la mise en forme et la structuration de votre mémoire. C'est pas vous apprendre à écrire votre mémoire écrire tout le contenu de votre mémoire sur Word. Non, ça c'est une tâche qui vous revient de recueillir vos idées et de mettre cela dans votre document, dans votre mémoire, d'accord? Vous écrivez de base tout le contenu et moi je vous accompagne pour structurer les titres et les titres, tout ce qu'il y a à savoir avec les éléments de votre mémoire et la mise en forme. Donc ça c'est la phase, la première phase qui porte sur les bonnes pratiques à avoir sur Microsoft Word, chose que nous allons voir en dernière position pour ceux que ça pourrait intéresser. La deuxième partie maintenant qui se porte sur la structuration de votre mémoire. Le tutoriel se résume sur ces différents points. D'accord? Déjà, le point 1 doit être couché d'avance parce qu'il faut rédiger de base votre contenu pour pouvoir passer à ces différents éléments parce que c'est généralement les notions que les étudiants ont du mal à s'exercer ou à pouvoir manipuler sur Word. D'où le but de ce tutoriel qui vous permet de pouvoir faire toutes ces actions seul. En gros, vous n'aurez pas besoin de faire recours à un informaticien ou à, je sais pas, à une autre personne externe pour pouvoir vous aider dans ces petites notions-là, d'accord? D'où le but de ce tutoriel. Donc, sans plus tarder, allons-y pour la phase pratique. Passons déjà pour le deuxième point qui est la numérotation des pages. Avant qu'on puisse commencer sur ça, je vous montre déjà l'espace de travail. En gros, sur mon bureau, j'ai juste créé un dossier, créé également un répertoire, un dossier. Je sais pas, ça peut porter le nom que vous voulez. Le mien, comme c'est un tutoriel, j'ai mis tuto, j'ai ouvert le dossier et à l'intérieur, nous avions ça, les quatre éléments qui sont là. Déjà, 3 documents en Word. Ces 3 documents doivent être votre mémoire, d'accord? Pour ne pas avoir de soucis avec les numéros de bas de page, il faut subdiviser votre mémoire en 3 parties. Un document à part pour la page de garde, un autre document à part pour les grands titres et un autre document à part pour le corps du mémoire. Pourquoi c'est là? Quand je dis pour ne pas avoir des difficultés avec les numéros de bas de page, faites cela. Je vous ouvre un exemple de mémoire que vous verrez. Voici un exemple. Pourquoi? Les grands titres, c'est les différents titres comme ceux-ci, les dédicaces, remerciements, avant-propos et autres. D'accord? Si vous faites attention, vous verrez que le bas de page, le numéro de bas de page, il faut que j'active la modification. C'est comme c'est un document que j'ai téléchargé, Microsoft Word me bloque. Donc, cliquez ici pour activer la modification si vous n'arrivez pas à modifier ou à manipuler votre document. Si vous faites face à ce problème. Donc, je disais, si vous faites attention au bas de page à ce niveau, vous verrez, je vais juste agrandir. C'est un chiffre romain, c'est un 1, le chiffre 1, mais en format romain, d'accord? Pareil que le 2. Pareil que le 2 qui est à ce niveau, ainsi de suite. 3, 4, 5, jusqu'à ce que ça puisse finir. Jusqu'à ce que les grands titres finissent. Là, déjà, table de matière. Les grands titres, ce sont ces différents titres à l'exception de l'introduction générale. C'est à partir de l'introduction générale que ces titres varient, d'accord? Et c'est là où on dit le corps ou bien votre mémoire commence réellement à partir de l'introduction générale. Tous ceux-ci sont pas comptés
comptés par les membres du jury et autres, d'accord? Pour connaître le volume de votre mémoire, c'est à partir de l'introduction générale que l'on compte. D'où, c'est à partir de l'introduction générale qu'on donne la notation avec les chiffres numériques simples, les 1, 2, 3, 4 que vous connaissez. Et les grands titres portent des chiffres romains, au format romain, et je pense, et la page de garde n'a pas de numéro de bas de page. Vous voyez? Donc, pour réussir à faire cette manipulation, c'est pas aussi simple. Oui, certes, vous pouvez le faire, mais juste que c'est légèrement complexe et c'est pas à la portée de tout le monde. Et souvent, pour une personne qui ne sait pas le faire, pour l'apprendre et retenir, ça serait légèrement compliqué. D'où ce que moi je vous conseille, c'est de subdiviser votre mémoire en 3 parties, vu que c'est 3 parties de différents numéros de bas de page, d'accord? Les grands titres, nous allons les écrire à part, ici comme ça, voici, faites un truc comme ceci. J'écris à l'avance les différents grands titres de mon mémoire comme ceci, et puis ensuite je peux remplir le contenu, d'accord? Maintenant, en bas ici, ça serait facile maintenant d'insérer un numéro de bas de page avec le format souhaité. Pareil que la page de garde qui devrait ne pas avoir de numéro de bas de page. Donc ici, par exemple, nous n'aurions pas du tout à mettre de numéro de bas de page. Je referme ceci. Allons-y. Comment insérer les numéros de bas de page? C'est très simple. Je suis sur ma première page, je viens en dessous et faites attention, ne restez pas sur cette ligne-là. La ligne qui vous permet de délimiter, la ligne qui vous montre la limite entre 2 pages, ne vous positionnez pas ici. Parce que si je reste à ce niveau et que je double-clique, il va refermer la ligne. Et les pages seront comme ceci, ils seront collés. Et ça n'est pas vraiment présentable, d'accord? Je reste encore sur la ligne. Lorsque je viens, la flèche varie, d'accord? Donc, juste pour faire toute action de ce genre, observez la variation de la flèche. Je double-clique encore pour remettre comme c'était auparavant. Voici ma première page qui est là. Restez tout en bas, presque à la limite du bas, du bas de page. Si je reste ici et que je double-clique, ça ne va pas donner l'effet que je voudrais. D'où, positionnez-vous quelque part là, tout en bas, presque en bas, hein, mais n'atteignez pas les bords et double-cliquez. Et vous aurez ceci. C'est les pieds de page et les hauts de page qui sont sélectionnés. Et si je double-clique n'importe où au centre de ma page, nous revenons maintenant au centre de la page. Si je reste à l'entête et que je double-clique, c'est eux qui sont sélectionnés et les actions que nous aurons à faire seront ici. Par contre, si je reviens ici et que je double-clique, j'écris c'est ici. Ici, je ne peux pas écrire tant que je ne double-clique pas. Je peux effacer déjà ce que je viens de faire, pareil qu'ici. Donc, pour insérer les numéros de bas de page, je peux double-cliquer. C'est mieux de le faire comme ceci, d'accord? Je peux même rester ici et chercher à insérer, mais je ne vous conseille pas de faire ça. Il faudrait toujours contrôler vos actions. Donc, je reste en bas, je double-clique, je vois ceci, pied de page, c'est pour me signaler que je suis au pied de la page. Je cherche l'option insertion, plutôt menu. Déjà, au premier abord, tout ce qui se trouve au-dessus, ce sont les menus. Donc, si j'ai du menu, venez au-dessus ici. Si j'ai du option, groupe, d'accord? Les groupes, ce sont les différents descriptions qui sont là en bas. Là, nous avons groupe page, groupe tableau, groupe illustration, etc. Ici, c'est menu conception. Nous avons un seul groupe là. Ensuite, second groupe ici. Si nous revenons au menu accueil, nous avons les différents groupes. Et ceux qui sont à l'intérieur, ce sont les options, d'accord? Donc, retenez, si je dis options, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Les groupes, c'est ça. C'est la limitation des différentes options ou différents éléments. Car ça, c'est un groupe et un groupe contient plusieurs éléments ou plusieurs options. Donc, revenez sur menu option, insertion, autant pour moi. Ensuite, recherchez pied de page et numéro de page. Ce sont les deux que nous aurons à manipuler. Déjà, nous pourrions commencer par numéro de page. Lorsque vous cliquez dessus, la barre déroulante, vous avez une barre, cette interface déroulante. Et en haut, il y a haut de page qui permet d'insérer également les numéros en haut de la page, chose qui n'est pas intéressante. Nous, c'est au bas de page, d'accord? Bas de page, je me positionne et je glisse légèrement sur les options qu'on propose à ce niveau. Ici, le numéro sera à gauche, ici au milieu, ici à droite. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui.
Lorsque je viens ici pour défiler, je fais un clic, je le maintiens pour essayer de défiler. Ou soit j'utilise les flèches, la flèche d'en bas et la flèche d'au-dessus. Plus simple, je maintiens ce truc, le curseur de déroulant, et je le manipule. En gros, ça, ce sont les différents modèles de présentation de numéros sous forme de cercle, sous forme de carré, etc., etc. Je vous laisse à la latitude de parcourir comme vous le souhaitez. Déjà, je vais prendre le plus simple, d'accord, le plus simple, d'accord. Je prends ceci, je dis que les numéros seront en bas à droite. Automatiquement, le numéro s'est positionné et il commence à partir de 1, d'accord. Donc, comme c'est la première page, c'est 1, ensuite 2. Je peux également agrandir tout ce qui est à savoir, je sélectionne, je reste quelque part ici, je maintiens et je glisse pour sélectionner. Là, vous voyez, je désélectionne, je sélectionne, je sélectionne. Je peux mettre en gras à ce niveau ou soit changer la taille ici pour augmenter un peu pour que ça soit plus lisible. Je mets sur 14, c'est suffisant. C'est la même option. Si vous ne voyez pas, revenez sur l'accueil, il y en a à ce niveau. Donc, je peux également effectuer les mêmes modifications à ce niveau. Voilà, ça c'est tout pour l'insertion des numéros de page. Toujours, maintenant, en ce qui concerne les pieds de page, c'est juste les modèles pour designer un peu, rendre plus joli ou présentable votre bas de page. Déjà, vous pouvez signer votre bas de page. Le modèle qui me plaît, par exemple, je vais prendre ceci, d'accord? Je mets le numéro reste, mais juste qu'il a repris une autre forme parce que les pieds de page viennent directement avec les numéros de bas de page, d'accord? Là, ça, il me permet par exemple de signer avec votre nom, par exemple, d'accord? Je peux mettre mon nom, Tim Gettner, voilà, ou je peux dire rédigé par Tim Gettner. Rédigé par Tim Gettner. Voilà, ça j'ai signé et j'augmente de nouveau la taille de mon numéro de page. Je mets à 14, non, c'est trop. 12 et je mets en gras pour faciliter les choses. Voilà. Et c'est tout pour mon pied de page-ci. D'accord? Nous allons refaire la même chose. Nous referons la même chose sur le corps de la page. Ah, désolé. Vous voyez? Je reviens. Nous avions dit au début que dans un mémoire de soutenance, les grands titres ont les formats en chiffres romains, pas en chiffres numériques simples. D'accord? Donc, ceci, nous allons modifier ça. Vu que c'est un chiffre numérique simple, par défaut, lorsqu'on insère un numéro de bas de page, il vient en chiffre numérique simple. Donc, pour modifier cela, revenons toujours sur insertion, numéro de bas de page. Cette fois-ci, c'est ça. On doit changer le format du numéro en question. Donc, format des numéros de page. Et déjà, je vous préviens à l'avance qu'il y aura, ça c'est l'inconvénient. Si j'avais présenté le support PowerPoint en préposition, je vous dirais par exemple que sur Word, il y a question de version. Il y en auront qui n'auront pas les mêmes noms de menus que j'ai à ce niveau, d'accord? Mais recherchez bien simplement et vous verrez, vous retrouverez les mêmes options. Ça, c'est juste question de version de Word. Pour ceux qui utilisent une version ancienne comme le 2013, ils n'auront pas les mêmes noms de menus. 2016, ils n'auront pas les mêmes noms de menus. 2020, 2018, 2024, peu importe, la version de votre Word, ça peut varier. Moi, j'utilise Word 2016, d'accord? Donc, cette remarque, il faut faire attention à cela parce que vous risquerez de chercher certaines options ou certains menus en vain et vous ne verrez rien. Mais ils ont juste fait des ajustations, mais sinon, toutes ces options sont toujours disponibles sur pratiquement toutes les versions de Word. Parce que ça, c'est des versions, c'est des manipulations de base. Des manipulations de base qui sont essentielles et ça y est dans pratiquement toutes les versions de Word. Ok? Donc, sur format de numéro à ce niveau, je reviens déjà concernant notre numéro de bas de page. Nous recherchons format de numéro à ce niveau. Voici les différents formats. Nous avons même les ABC, etc. Voici les chiffres romains qui sont les II, etc. On peut prendre les I minuscules ou majuscules.
c'est de préférence les majuscules, format capital. Je peux également lui dire de commencer. D'habitude, il commence à partir de 1. Je peux dire commence à partir de 2, 3, 4, 5, 6, etc. D'accord? Ça, c'est pas important. Je laisse sur 1. Il commence à partir de 1 ou je laisse par défaut, comme ceci. D'accord? Et je clique sur OK. Et voilà, il change le format automatiquement. D'accord? Il a changé le format. Donc, notre document qui garde les grands titres ont déjà un numéro de bas de page en chiffre romain. Et c'est tout pour cette partie. Je peux sauvegarder ou ne pas sauvegarder. C'est pas important. Ensuite, le corps de notre mémoire. Le corps de notre mémoire, nous allons refaire la même manipulation. C'est rester en bas de page, double-cliquer 2 fois de manière rapide, bien sûr. Rapide, hein? Double-cliquer rapidement. 2 clics simplement, n'exagérez pas. Venez sur insertion, numéro de bas de page, je glisse légèrement, je prends le même modèle en bas à droite, je valide, ensuite je reviens sur pied de page, je prends le modèle que je souhaite, c'était quel modèle déjà? C'était celui-ci, je valide, je mets mon nom, ma signature en gros, rédigé par Tim Gettner. Voilà, je valide, je vais sélectionner la partie ici, je mets en gras, je reviens sur menu accueil, option G pour mettre en gras, la taille de police je mets à 12, même ça je peux resélectionner de nouveau comme ceci, je me positionne à la fin ou soit au début, assurez-vous que le curseur clignote, ensuite je maintiens clic gauche, je tire, je sélectionne, je mets également en gras pour que ça paraisse plus lisible. Et maintenant, je double-clique à l'intérieur de ma page et c'est bon. Donc, ceux-ci sont numérotés en chiffres numériques simples et l'autre en romain. Et ma page de garde n'a pas de numéro de bas de page. Problème résolu. Nous pouvons déjà prendre ceci. Je copie. Je peux dire que c'est validé à ce niveau. Les sauts de page. Notion suivante, saut de page. Ça, c'est juste un truc très simple. Généralement, lorsque quelqu'un aimerait, qu'est-ce que je peux dire? Si j'aimerais ramener tout ce texte à la page suivante, par exemple, généralement, les gens font ceci. Ils cliquent sur la touche entrée plusieurs fois pour ramener tout le texte en bas, d'accord? C'est pas des bonnes pratiques, d'accord? Là, déjà, vous avez vu le fait que j'ai eu à cliquer plusieurs fois sur la touche entrée et que j'essaie de sélectionner cette partie, vous voyez, ça a laissé des traces. Et même, comment savoir si ça a laissé réellement des traces? Revenez sur l'option C. Donc, accueil, menu accueil, groupe paragraphe, l'option C. Afficher tout permet de voir permet de voir toutes les actions que vous avez eu à faire. Et tout ceci montre que vous avez eu à faire des sauts de ligne avec la touche entrée à plusieurs reprises, chose qui n'est pas conseillée. C'est surtout pas conseillé si vous faites face à un correcteur numérique. Si vous avez un document et que quelqu'un doit corriger la version numérique, là déjà c'est pas conseillé, c'est pas administratif et puis ça peut vous pénaliser. Donc pour faire plus facile, déjà je fais CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL Z pour revenir en arrière, d'accord? Je peux décocher ceci. Ceci me permet de voir qu'il y a eu un saut de page à ce niveau, etc. Plein de choses. Il y a plein d'options qui sont intéressantes. Lorsque vous faites des choses, cochez ici pour voir toutes les actions que vous avez eu à faire sur votre document. Pour amener facilement ce texte à la ligne, vous pouvez venir sur insertion. Ensuite, faire saut de page à ce niveau, d'accord? Et il va ramener le texte à la page suivante, d'accord? Il va faire un saut de page et le texte viendra à la page suivante. Ou le raccourci pour faire cela, je fais CTRL Z pour ramener en arrière, c'est de maintenir la touche CTRL de votre clavier et de cliquer une seule fois sur la touche entrée. Ensuite, c'est bon, il ramène le texte à la page suivante. Ça également, c'est juste question de bonne pratique, d'accord? Si vous connaissez cette notion, je peux déjà valider. C'était rien de bien méchant, mais important à savoir, surtout si vous faites face à des correcteurs numériques.
L'option suivante, la hiérarchisation des titres et justification des textes. Cette partie, je pense que nous allons passer quand même un bon bout de temps sur ça. Pour illustrer mes propos, j'ai fait cette petite structure là pour vous montrer ce que c'est. Il faut savoir que les titres, déjà, il faut que je mette un peu de contexte à ce que je suis en train de dire. Je vais réouvrir ce mémoire. Voilà. La hiérarchisation des titres. Ok. Les choses que vous voyez ici. Nous avons titre modélisation du système avec UML, c'est titre 2.3. Ici ensuite, diagramme de cas d'utilisation, c'est 2.3.1. En gros, c'est un sous-titre de ça, vu que ça conserve toujours le 2.3. Et on a rajouté encore un autre chiffre, c'est comme ça, c'est un sous-titre de ce titre, d'accord? Il faut savoir que on a des titres, on a des sous-titres, d'accord? En gros, ici, c'est un 2.3, mais cette fois-ci 2. Ceux-ci, ils sont au même niveau, d'accord? Mais les deux sont des sous-titres de ce titre en question. Sauf si que ça, c'est un autre titre. C'est le numéro 1, ça c'est le numéro 2. Maintenant, ça, à ce niveau encore, vous voyez, c'est un 2.3.2.1. Celui-ci, par contre, c'est un sous-titre de ces deux-là. Comprenez? À chaque fois qu'on ajoute un chiffre à la suite des numérotations, ce qui veut dire que le titre en question devient un sous-titre du titre précédent. Très simple, d'accord? En gros, c'est un sous-titre du parent, de son parent. C'est tout simplement ça. Et c'est comme ceci que vous aurez forcément à structurer votre mémoire. Ça, c'est un modèle de hiérarchiser les titres. On commence sur les 1, 2, 2.1, 1.1, 1.2, etc. C'est un modèle parmi tant d'autres. Il y a également les modèles. Par exemple, si vous êtes en filière droit, les modèles qu'ils utilisent, malheureusement, j'ai pas un mémoire de droit à ma disposition. En droit, par exemple, ils ont, eux, leur manière, leur méthodologie de rédaction stipule qu'ils doivent structurer leur mémoire en sections, paragraphes. D'abord, ils ont des titres, ils ont des paragraphes, ils ont des sections, etc. D'accord? Et ils mettent, par exemple, des grands A, des petits 1, et ainsi de suite. Donc, ils mettent des grands A, eux, ils utilisent plus les alphabets. Les grands A, grand B, grand C, petit A, petit B, petit C. Ensuite, ils passent aux chiffres, les petits 1, petit 2, petit 3, pour dire que les grands A, ce sont les titres de niveau 1. Les petits A, ce sont les titres de niveau 2. Les chiffres, les 1, 2, 3, 4, ce sont les sous-titres de niveau, les titres de niveau 3. Il faut savoir que les titres sont structurés en niveau. D'où cette petite illustration que j'ai mis là. Il faut les considérer en termes de niveau. Donc, après avoir rédigé votre mémoire, il faut faire un petit travail au préalable dans un brouillon pour connaître les différents niveaux de vos titres. D'accord? C'est très important de les structurer en niveau, de les mettre par niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Rares sont ceux qui peuvent aller jusqu'au niveau 6 parce que c'est un peu abusé. Mais généralement, niveau 4, niveau 3, niveau 5, etc. D'accord? Je vous ferai une petite démonstration. En gros, par exemple, sur ce mémoire, il a directement débuté sur 2.1. Au lieu de débuter sur les 1, 2, 3, etc., il a débuté directement sur 2 points quelque chose et 1 point quelque chose. Certainement, si nous revenons en haut, c'est 1 point quelque chose. Il a entamé ses titres de niveau 1 sur des 1 point quelque chose. Il a entamé sur les 1 point quelque chose. Pourquoi? Parce que lui, il considère que les grands titres sont de niveau 1. Et maintenant, ceux-ci, il les considère comme de niveau 2. C'est pour ça où il a directement enchaîné sur du 2.1, 1.1, directement sur du 1.1. Et maintenant, les 1.1.1, ça, c'est titre de niveau 2. De préférence, je vais vous permettre de faire comme ceci, soit exactement comme cela, ou soit vous pourrez débuter sur des 1, 2, 3 avant de continuer. Donc, ça, c'est un titre de niveau 2.
Ça, c'est un titre de niveau 3. Ça, c'est un titre de niveau 2. Parce qu'ils ont 3 chiffres. D'accord? Niveau 2, il y a 3 chiffres. Niveau 1, il y a 2 chiffres. Niveau 1, ici aussi, il y a 2 chiffres, etc. Nous allons refaire la même chose. J'ai repris le même document à ce niveau. Déjà, bon, nous allons nous exercer sur cette petite structure-là. Ensuite, nous irons sur le mémoire en question qui est formaté de nouveau. Il faut savoir, si vous avez votre mémoire et que vous savez que vous avez un titre A qui est de niveau 1, un titre petit a qui est de niveau 2, un titre de petit AA qui est de niveau 3, ok? La première chose à savoir, c'est de choisir déjà le modèle en question. On ne peut pas attaquer directement les niveaux sans avoir choisi au préalable un modèle. Parce que c'est sur ce modèle que les niveaux vont se construire. Donc, si vous ne choisissez pas de modèle et que vous attaquez les niveaux, il y aura souci. Pour déjà définir un modèle, je me positionne à la fin, d'accord, à la fin du titre en question. Ou soit je le sélectionne, ou simplement je me positionne à la fin du titre. Je viens quelque part ici à ce niveau. Menu accueil, groupe, paragraphe, l'option C, vous avez les différentes possibilités. Mais ces possibilités, faites attention. Ça, c'est des numérotations ou soit également des numérotations par niveau de titre. Mais c'est pas ceux-ci ne sont pas liés au niveau. Les niveaux sont ici. Les styles de niveaux sont ici. D'accord? Pour définir le modèle, c'est à ce niveau. Et maintenant, nous allons donner les niveaux en question. C'est ici que nous allons choisir. C'est ça les niveaux. C'est appelé titre 1, titre 2, titre, etc. Je viens, je choisis le modèle. Le modèle sur le mémoire que nous avons vu avant, c'est ceci. Les 1, les 1.1, 1.1, 1.1, etc., etc., etc. D'accord? Mais ne prenez pas ceci. Pour fonctionner avec des titres, des niveaux, il faut sélectionner le modèle qui est suivi du mot titre. Celui-ci, si vous sélectionnez, vous ne pourriez pas avoir la possibilité d'utiliser le style en question. Donc, choisissez le modèle qui est suivi par l'appellation titre ou soit la dénomination, le nom titre. Faites très attention. Donc, pareil, si je veux ce modèle, voici ceux utilisés pour les titres. D'accord? Si je veux, par exemple, les modèles grand I, A, et ça, c'est le modèle utilisé par les étudiants en filière droit. D'accord? Voici la même chose qui est quelque part à ce niveau. D'accord? Mais ici, c'est pas suivi de titre, donc recherché. C'est celui-ci qui est suivi de titre. C'est la même chose, mais la différence, c'est à ce niveau. Celui-ci est suivi des titres 1, titre 2, titre 3, titre 4. Pour dire que c'est par niveau. D'accord? Comme nous voulons faire la même réplique, nous allons prendre ceci. Je sélectionne et puis c'est bon. Et automatiquement, il se met à commencer le travail sur ce niveau. Mais on a juste sélectionné le modèle et vous avez vu que c'est resté coché. D'accord? Donc là, c'est déjà fait. Je vais pour annuler, pour ne pas que celui-ci soit un titre. Là, il s'est positionné ici pour dire c'est un titre de niveau 1. Si je veux que ce soit un titre de niveau 2, je me positionne ici, je coche et il a ajouté 1.1. Si je reviens ici, il laisse 1. D'accord? Niveau 1, niveau 2. Si je veux annuler tout ce que j'ai fait, je mets en normal. Ou soit je mets sans intitulé ou c'est sans interligne. Mais choisissez l'option normale. Là, j'ai annulé l'action en question que j'ai faite. Ça, c'est quoi? C'est un titre de niveau 1. Donc, sélectionnez niveau 1. Ici, je positionne à la fin du texte. C'est un titre. Ici, ça définit juste un contenu, d'accord? Le texte, d'accord? Ici, c'est un titre. Petit a, c'est le niveau 2. Je viens, je vois niveau 2. Je sélectionne. Dès que j'ai sélectionné le niveau 2, le niveau 3 est apparu. C'est ainsi de suite. Il s'incrémente à chaque fois que je choisis un dernier niveau. J'ai un niveau 3 à ce niveau, je me positionne à la fin, je clique sur niveau 3. Grand B, c'est un titre de quoi? De niveau 1. Je me positionne à la fin, je viens, je sélectionne niveau 1 parce que maintenant, en ce moment, il est couché sur normal. Je fais ça, je reviens ici, c'est un titre de niveau 2, je sélectionne niveau 2, ici je sélectionne niveau 3, ici je sélectionne, c'est niveau 4, ok, oh, c'est plein, où est le niveau 4? On ne voit pas le niveau 4, pour le voir, il faut cocher sur la petite flèche au fond ici, pour dérouler toutes les options, et voici le niveau 4 qui est à ce niveau, voilà,
Nous avions le 2.1.1.1, 2.1.1, 2.1, 2, etc. Et puis, j'ai fini. Pourquoi c'est intéressant de faire ceci, d'accord? Déjà, nous pourrions voir tout ce que nous avons eu à faire ici, quelque part. Venez rechercher le menu affichage, d'accord? Vous aurez volet de navigation. Si je coche à ce niveau, ce volet s'affichera à moi. Et il m'affiche tout ce que nous venons de faire. L'ordonnancement des titres par niveau, il les a affichés comme ceci. Je clique sur la petite flèche ici. Là, par exemple, il a caché le sous-titre à ce niveau. Vous avez vu que quand c'est en noir, c'est que c'est déjà déroulé. Quand c'est en blanc, c'est pas encore déroulé. Je déroule et je me retrouve avec ceci. Voilà tous mes titres qui sont organisés comme ceci. Pareil, si je vois sur le mémoire, l'autre mémoire de soutenance, si nous revenons, recherchons affichage, cochons volet de navigation, voici comment est structuré ces différents titres. Donc, après avoir fait ce petit travail en amont, vous aurez maintenant vous pouvez facilement vous créer ce qu'on appelle la table de matière et le sommaire. Voilà, ceci. Cette table de matière, c'est après avoir donné de niveau à chaque titre qu'il a généré ceci directement, automatiquement, grâce à cela. Vous n'aurez pas du tout à saisir manuellement ce que vous voyez à ce niveau. Dès que vous construisez les titres, vous hiérarchisez les titres. Après cela, vous aurez juste à cocher sur 1, 2, 3 menus et puis c'est bon. La table vous sera livrée. C'est de même que pour le sommaire. Je ne sais pas s'il a un sommaire. Apparemment, il n'a pas fait de sommaire. D'accord. Pour ceux qui feront également des sommaires, c'est à partir de cela que vous allez générer votre sommaire. Si c'est compris, tant mieux. Je vais refaire la même chose d'une manière très rapide sur le même mémoire, mais que j'ai formaté. J'ai retiré tout. Où est-ce qu'on est déjà? J'ai retiré tout le travail en avance. J'active la modification. C'est le même mémoire, juste que j'ai retiré. Voici le volet de navigation. Il n'y a rien qui a été construit. Les titres sont là, mais rien n'est fait. Ok, lorsque vous venez comme ceci, déjà pour commencer, sur la manière à laquelle il a fait la construction, si vous voyez bien, voici son mémoire. Les grands titres n'ont pas de numéro, ne sont pas précédés par les numéros de hiérarchisation des titres, d'accord? Les niveaux, ils n'ont pas de niveau, d'accord? Pour ce faire, par contre, ils n'ont pas de niveau, mais ils ont été ajoutés dans le squelette de la structure, d'accord? Pour ce faire, comment on fait cela? Simplement, lorsqu'il a commencé à construire le squelette, il n'a pas choisi le modèle. Il a défini ceci comme titre de niveau 1. Les grands titres, il les a définis comme des niveaux 1. Et par la suite, maintenant, il a activé le modèle. Et pour enchaîner, il a défini les autres à partir du niveau 2. Donc, on ne choisit pas de modèle. Nous disons directement que c'est un titre de niveau 1. D'accord? Et il s'ajoute sans les chiffres. Je fais pour les autres grands titres. Voilà. Et à ce niveau, cette fois-ci, à partir d'ici, c'est là où il a sélectionné le modèle pour pouvoir commencer à faire le travail. Déjà, moi, je vais retirer ceci. C'est juste pour vous montrer que ça, par exemple, c'est directement à niveau 2, d'accord? Donc, nous considérons que ceux-ci, les 1.1, ce sont les niveaux 2, 1.1.2, niveau 3, etc. Donc, je retire déjà le préfixe, le préfixe, les numéros qui préfixent le titre. Et je dis, ça, c'est un niveau 2. Ah, désolé, il faudrait maintenant activer le modèle. Revenez sélectionnant le modèle, ceci. Et lorsque vous faites cela, automatiquement, il a rajouté aux autres également les niveaux. Ça, c'est pas ce que nous souhaitons. Ce que vous aurez à faire, nous sélectionnons ceci, revenez sélectionner cela. Désolé, je remonte un tout petit peu plus haut. Je peux même faire comme ceci, je sélectionne également cela. Le 8, je sélectionne, je reviens sur le 9, je vois si c'est
Ah, ok, à chaque fois que je défile, il se désélectionne, c'est pas intéressant. Je défile lentement. Je maintiens la touche CTRL pour sélectionner à chaque fois, ajouter à la sélection. Vous avez vu, là, j'ai pas touché à quelque chose. À chaque fois, je maintiens la touche CTRL avant de sélectionner. Sinon, vous ne pourriez pas faire ça. Je sélectionne ça également. Il me reste à sélectionner ça. J'appuie la touche CTRL, je sélectionne. J'appuie la touche CTRL, je sélectionne. J'appuie la touche CTRL, je sélectionne, je lâche. J'appuie la touche CTRL, je sélectionne, je lâche. J'appuie la touche CTRL, je sélectionne, je lâche. J'appuie la touche CTRL, je sélectionne et je lâche. Et cette fois-ci maintenant, j'annule le modèle. Voilà, là, il a retiré tout le modèle pour les titres que j'ai sélectionnés. Il reste un titre que je n'ai pas eu à sélectionner, c'est l'introduction. Pareil que ça, je sélectionne et puis je désactive le modèle. Et nous nous retrouvons avec présentation de l'ONEX qui doit être de niveau 2. Pas de niveau 1, niveau 2. Voilà, et nous obtenons 1.1 ONEX. Et ça, c'est niveau 3, vu qu'il y a 3 chiffres. J'ajoute, je vais enlever également l'espace qu'il y a là. Et je reviens, je prends niveau 3. Voilà. Je retire ceci. C'est toujours niveau 3. Désolé, pas niveau 1, c'est plutôt niveau 3. Et ainsi de suite, la table se construit. D'accord? Ça, c'est niveau 2. Voilà, ainsi de suite, la table se construit pour donner ce modèle en question. D'accord? Voilà. Si c'est bon, si cette notion est appréhendée, nous pouvons largement sélectionner ceci pour dire que cette partie est déjà validée. Ensuite, revenons sur les images. Comment insérer convenablement une image? J'ai préparé également une zone spéciale pour ça. Sur le corps de mon texte, voici la partie de l'image. Comment insérer une image? La manière la plus simple et la plus facile, c'est de venir dans Insertion, rechercher Illustration, groupe Illustration, ou soit Image, l'option Image. Première option, cet appareil, ça c'est Image en ligne. Il va sélectionner des images en ligne. Nous, c'est directement sur notre appareil qu'on veut prendre. Je sélectionne mon image, je viens dans des images, j'ai des images à ce niveau. Je peux sélectionner l'image ci par exemple. Lorsqu'il vient, il se positionne n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait des ajustations sur l'image, d'accord? Il fait ce qu'il veut. Déjà, la taille de l'image est trop grande. Pour l'espace que je veux, là déjà, il s'est positionné dans un endroit où je ne voulais pas. Je veux qu'il se positionne ici. Et là, il est plus grand que ça. Déjà, nous allons voir comment réduire la taille d'une image et comment réduire convenablement la taille d'une image. Pour le faire, c'est grâce aux petits points, les points que vous voyez dans les différentes bordures, d'accord? Pour réduire la taille d'une image, n'utilisez jamais les points centraux. Les points centraux là. N'utilisez jamais ces points centraux. Ok? Pour réduire convenablement la taille d'une image, il faut utiliser les points qui se positionnent tout au coin là. Les différents coins. Les différents points se positionnant sur les coins. Si j'utilise ce point, par exemple, regardez ce que ça fait. Ça déforme l'image. Chose qui n'est pas bon du tout. Pareil que ici, il va déformer l'image. La dimension de l'image, c'est pas bien. Je fais CTRL Z pour ramener la taille à la dimension originelle. Par contre, je me positionne au bord, tout au coin là. Voilà, je réduis à la taille que je veux. Et déjà là, je vais essayer de le déplacer. Je peux pas, j'essaye, mais je peux pas. Là, il peut se déplacer, mais avec difficulté. D'accord? Difficulté pourquoi? Parce que là, si j'essaie de déplacer, vous allez voir que il essaie de prendre le carré là pour me dire qu'il a sélectionné l'image. Il va essayer de le positionner quelque part. Je le lâche là. Il se déplace, mais il affecte également le texte, ce qui n'est pas du tout bien. Par contre, si j'avais augmenté la taille, pour le déplacer, ça serait toute une autre histoire encore. Ça va être encore beaucoup plus complexe, d'accord? Par contre, comment faire pour avoir un déplacement plus fluide? Il faut habiller l'image. Comment le faire? Pour cela, vous devez venir sur mise en forme, ou soit vous double-cliquez sur l'image et l'option mise en forme sera sélectionnée. Recherchez l'option habillage. Et dans habillage, l'option à choisir, c'est mettre devant le texte à ce niveau. Et lorsque je mets devant le texte, là, déjà, je peux le déplacer comme je veux.
Je peux même le ramener en bas, je défile en bas, je reviens, je défile en bas, je le tire, je le positionne à ce niveau. Je peux réduire sa taille encore pour le mettre quelque part exactement comme je le veux à ce niveau. Et c'est bon, j'ai positionné convenablement mon image. Nous pouvons déjà voir les autres options d'habillage, comment ça pourrait intéresser certaines personnes, parce qu'ils peuvent utiliser différents modèles pour positionner leur image, ça peut varier. C'est comme, par exemple, la manière à laquelle je pense il a fait ces différents positionnements à ce niveau sur son mémoire. Ça lui semblait intéressant, c'est pourquoi il a utilisé cela, je sais pas, voilà, vous voyez ça? Ça, c'est des images, vous avez vu, il a positionné et le texte est adapté par rapport au positionnement de l'image. En gros, c'est pour illustrer, par exemple, l'image-ci. Java, etc., c'est ça, XML, voilà le texte concernant l'image XML, PHP, voilà, etc. D'accord? Pour ce faire, il faut juste jouer avec les options d'habillage. Recherchez par exemple l'option adapter. Vous allez voir, si je remonte au-dessus du texte, vous voyez ça. Il s'adapte par rapport au texte. Je peux même mettre quelque part comme ceci, même au milieu, carrément. D'accord? Je peux varier, je peux dire encadrer. Là, c'est juste, la nuance se fait juste par rapport aux différents espacements. C'est un peu pareil également que ça. Il s'adapte par rapport à l'image. Derrière le texte, voilà, il se met derrière le texte. Le texte est au-dessus de l'image. Je ne sais pas si ça pourrait intéresser certaines personnes de faire cela. De préférence, je mets juste ceci comme cela, ou je fais ça à ce niveau. J'augmente la taille, voilà. Ensuite, je vais insérer une autre image. Pour cette fois-ci, l'image, si je vais dire, je vais l'habiller pour dire je mets adapter, il faut t'adapter. Il y a aussi aligner sur le texte. Ah, c'est l'option qui n'est pas, qui vient par défaut, qui n'est pas convenable, d'accord? Lorsque je prends ça, c'est difficile de le déplacer, vous voyez tout ça, c'est pas du tout bon. Par contre, je vais dire adapter. Là, je vais faire suivre l'image de ce texte, par le texte-ci, et ça va donner un effet plutôt pas mal. Voilà. En gros, on va imaginer que c'est la description de Boost Music à ce niveau. Voilà. Si c'est tout pour les images, je peux déjà largement cocher également l'image. Vous avez su comment modifier la taille d'une image, la positionner convenablement et la positionner convenablement, d'accord? Les graphiques et les diagrammes. En gros, les graphiques et les diagrammes, c'est pour ceux qui auront à recueillir des données au terrain et venir les analyser et ensuite les représenter sous forme de graphique. Pour cette partie, ça ne concerne pas tous les étudiants parce que c'est pas toutes les filières qui font ce type de travaux. Néanmoins, je vous fais le tutoriel rapidement. Nous allons, c'est ça la partie des graphiques et diagrammes. Pour ce faire, ce que vous aurez à faire, c'est venir simplement sur insertion. Vous avez l'option, toujours dans groupe illustration, l'option graphique. Pour ceux qui ont fait Excel, ça pourrait vous sembler familier. Donc là, nous avons les histogrammes, nous avons les courbes, nous avons les secteurs, nous avons les barres plots, nous avons les aires et bien d'autres. Mais sachez simplement qu'ils fonctionnent tous de la même manière, pratiquement de la même manière. Il faut juste se concentrer, réfléchir, lire ce qu'on vous dit de faire et vous serez guidé. Et si éventuellement, je ne pourrais pas vous présenter tous ces modèles parce que ça prendra beaucoup trop de temps, déjà que le tutoriel est énormément long. Ça fait déjà pratiquement 50 minutes de tournage et c'est pas facile, d'accord? On verra simplement que deux. Je pense les histogrammes et les secteurs, d'accord? C'est les plus utilisés généralement. Déjà, commençons par les secteurs. Vous avez les modèles 3D, vous avez les secteurs simplement avec des illustrations de description sous forme de carré ou soit des rectangles juste à côté. Il y a des secteurs ainsi. Prenons simplement ça, le plus basique. Et je clique sur OK. Un instant, OK. Il s'est inséré déjà pour commencer. Et vous avez ce petit tableur d'Excel. À quoi sert tout ceci? Déjà, vous voyez vente qui est représentée à ce niveau. Ces valeurs
vous ne les voyez pas pour l'instant. On peut les afficher. Si vous faites un clic droit, venez sur le cercle en question. Vous avez les différentes options à ce niveau. Ou soit vous pouvez faire clic droit pour voir également d'autres options. Si je reste quelque part là, clic droit, je peux voir d'autres options. Mais tout peut se faire à partir d'ici, d'accord? Ici, c'est également l'option d'habillage. Je peux mettre toujours, je cherche devant le texte. Devant le texte, c'est plus facile. Je vais le déplacer pour le ramener. Ah, désolé, là, CTRL Z, je fais quelque chose qui ne va pas. Pour déplacer convenablement cela, restez au bord, bordure ici. D'accord? Ensuite, ok, c'est bel et bien le positionnement que je veux. Exact, je vais mettre ceci quelque part au-dessus. Ensuite, ça, c'est l'habillage que vous avez vu déjà sur les images. Ici, ajouter un élément, d'accord? Étiqueter les données, si j'active, on peut activer pour voir maintenant les pourcentages et les valeurs qui sont là à ce niveau. D'accord, vous avez vu? C'était désactivé. Je peux désactiver le titre. Je pense que c'est vente qui va partir. Vous avez vu? Ça, c'est le titre à ce niveau. Et il y a la légende qui est la description qui est également là. D'accord? Déjà pour commencer, comment on va dire? On peut ajouter le titre. On va dire vente des mangues. Je valide. Ok, je tape sur entrée. Il se met à jour automatiquement. Je peux dire premier trimestre, deuxième trimestre. On peut laisser comme ça, non? Ou bien on peut dire on peut évaluer ça en mois. Premier mois, deuxième mois, troisième. Voilà. Et je peux donner des valeurs. Au lieu des valeurs en décimal, je peux dire j'ai vendu, ou soit en termes de chiffre d'affaires, je peux dire que j'ai fait 100 000 francs, 100 000 francs CFA de vente. Je vais juste copier ce texte. Je vais sélectionner le texte. Je copie pour ne pas me tracasser par la suite. Pourquoi? Ok, je copie. Je vais revenir à ce niveau. Je colle. Je vais... Voilà. Cette fois-ci, je mets 50 000 francs. Ou 20 000 francs, ça va. Je sélectionne également ceci. J'efface. Je mets 25 000 francs. 1, 2, 3. Je mets le A du CFA. J'espère que ces valeurs sont correctes. Je passe ici, je mets 80 000 francs. Francs CFA. Ok, déjà là, il y a un souci. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas respecté ce qu'ils ont demandé. Donc, lorsque vous êtes face à un tel problème, vous avez vu que c'est simplement 25 000 qui est affiché. Pourquoi? Parce que ces cellules sont réservées qu'à des données en chiffres, d'accord? En numérique, pas du tout, pas de lettres, d'accord? On va retirer déjà les francs. On peut déjà mettre les francs plus tard, on va ajouter sous forme de texte simplement, il n'y a pas de souci. Et là maintenant, automatiquement, il s'ajoute par rapport aux valeurs que je mets à ce niveau. Donc, vous avez vu que c'est 100 000 francs qui domine, c'est la partie bleue, qui veut dire premier mois, c'est en bleu. Il a pris le plus grand espace, et ainsi de suite, d'accord? Ensuite, si je veux par exemple changer les couleurs, je peux venir sur l'outil ici, style de graphique. Déjà, on peut avoir plusieurs styles, vous pouvez voir ce qui vous convient. Moi, je conserve déjà ça, ceci. Chose que je veux faire, c'est la couleur de... C'est la couleur que j'essaie de modifier. Pour le faire, je viens, là, je sélectionne tout le secteur. Vous avez vu que différents secteurs. Je sélectionne que le bleu. Je clique une seule fois sur le bleu. Je fais un clic droit. Remplissage, je dis je vais changer la couleur, je vais mettre couleur verte cassée, voilà, et puis je change remplissage, je peux mettre des contours, etc. L'orange, je peux le changer, je sélectionne d'abord l'orange, voilà, ensuite remplissage, je mets cette fois-ci en bleu, voilà, etc. En gros, c'est toujours sur ces mêmes fonctionnements que se basent les graphiques pour fonctionner, d'accord? Ok,
Ça, c'est tout. Si je finis avec mes données, je peux y passer. Wow, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Un instant. Ok, j'ai juste fermé la feuille Excel, hein. Rien de bien méchant. Je peux déjà, si je vais supprimer et retirer le graphique, si ça me plaît pas, je supprime, je reste sur, je sélectionne aux bordures, je reviens encore sur le graphique. Si je dois de nouveau prendre un secteur comme ceci, je valide, voilà, et c'est le même principe. Je peux supprimer, on ne peut pas passer énormément de temps sur ça. Ensuite, concernant les histogrammes, oui, il y a également plusieurs formes d'histogrammes. Ceci, par exemple, ça respecte toujours les mêmes principes, toujours des valeurs de série. Là, par exemple, il y a catégorie. On peut ajouter, par exemple, cinquième catégorie. À ce niveau, on va dire insérer en dessous, d'accord? Il va ajouter autre catégorie. On peut copier le texte ici. Je copie juste le texte de ceci. J'ajoute ici. Je remplace pour mettre 5. Voilà, je peux mettre des valeurs à ce niveau pour qu'ils puissent s'ajouter sans souci. Voilà. Voilà, il a ajouté encore autre catégorie. Je peux également, je sais pas moi, ajouter série. Ça veut dire il va ajouter autre couleur à l'intérieur. Là, je vais sélectionner, comme c'est série, c'est la partie verticale. Je sélectionne juste tout le colonne, toute la colonne, autant pour moi, désolé. Ou soit je sélectionne toute la colonne. Je clique un clic gauche, je viens sur insertion. J'ai la possibilité d'ajouter à gauche. Voilà, il a ajouté à gauche. Il a ajouté autre série. Mais la série, elle est là plutôt. C'est 22. Il faut que je rectifie. Je vais mettre 2.2, si vous voulez. 2.2. C'est un point là. C'est vu que je vois là. Ok, c'est la série 2.2. Peu importe les valeurs, on peut mettre des valeurs qu'on souhaite. Voilà. Ok, il y a 4 couleurs différentes. Il manque une valeur pour la dernière ci. Voilà. Pareil pour les couleurs, vous pourriez sélectionner modifier la couleur, d'accord? Ça, c'est l'échelle, je pense, la taille. On joue avec la taille, la profondeur. La mise en avant, il avance ou soit il recule. Ça, c'est la largeur, d'accord? La largeur des barres. Je peux déjà refermer ceci. Concernant les couleurs, c'est toujours à ce niveau. Je peux sélectionner que c'est là. Je viens sur menu couleur. Je peux changer de couleur. Ça, c'est une couleur par groupe. Ici, il change les couleurs par groupe. D'accord? Je peux changer par groupe comme ceci. Si je veux changer pour le seul, je le sélectionne. Je viens clic droit sur la chose. Je viens sur remplissage. Je peux modifier la couleur. Voilà. Et puis c'est bon. C'est tout pour les diagrammes et secteurs. Non, je peux laisser comme ceci. Ça également, c'est fait. Table des matières automatiques, ça c'est très facile. C'est déjà un travail qu'on a eu à faire au préalable. Si vous avez fini votre document, c'est très facile d'insérer maintenant la table des matières. Si déjà votre table qu'on avait eu à voir sur affichage, volet de navigation pour contrôler la structure, qui s'est fait, venez quelque part là où se trouve la table de matière. Je peux même, peu importe, je peux écrire table des matières. Je mets ça au milieu. Je reviens à la ligne. Voilà. Ensuite, venez simplement sur référence. Vous avez l'option table des matières. Il faut maintenant faire très attention par rapport aux différents niveaux que vous avez. Là, nous on avait 1, 2, 3 niveaux. Jusqu'à présent, c'est 3 niveaux. Premier niveau, second niveau et troisième niveau. Il faut compter les différents niveaux. Pourquoi? Voici, pour insérer convenablement les tables de matière, déjà, il faut que je m'assure que j'étais bien positionné à l'emplacement que je veux. Je reviens en bas. Je viens sur table de matière. Je prends
table de matière personnalisée. Ça, c'est les différentes tables de matière, mais je vous conseille pas. Venez sur table de matière personnalisée. À ce niveau, vous avez cette option qui s'affiche à vous. Ici, vous allez voir le modèle que nous allons choisir. À ce niveau, le format. On peut, ces différents formats, regardez, il va les afficher comme ceci, ou soit le format soigné, il va mettre un trait comme ça, et le numéro, ça c'est le numéro de page, ou soit recherché, qui serait comme ceci. Le plus utilisé, c'est le format officiel, d'accord? Ça donne ceci, les traits, le numéro de page, et puis la hiérarchisation qui sera comme ceci. Sur mon tableau en question, j'ai combien de niveaux? J'ai 3 niveaux. Ici, afficher les niveaux. Ça fait 3 niveaux. Si je clique sur OK, il a reproduit convenablement ma table de matière avec les 3 niveaux. D'accord? Je fais CTRL Z. Si mon document avait 4 niveaux, d'accord? Je peux même ajouter un niveau banal quelque part là. Je prends ça, je considère ça comme niveau 4. Je vais considérer ça comme niveau 4. Niveau 4, d'accord? Il s'ajoute ici. Maintenant, si je viens à la fin et que cette fois-ci, je viens toujours dans insertion, plutôt dans mise en référence plutôt, table de matière personnalisée. Vous avez vu le niveau 4, c'est mémoire, d'accord? Le titre mémoire. Je laisse 3 niveaux. J'appuie OK. Vous allez voir que mémoire ne s'affiche pas parce qu'on lui a dit qu'il faut construire la table de matière seulement avec 3 niveaux. Mais par contre, si je modifie tout cela, je reviens encore à table de matière et que j'ajoute un niveau avec la flèche ci, ou soit je peux écrire manuellement le chiffre que je veux. Cette fois-ci, il a ajouté un autre niveau et je valide. Il va automatiquement, il me demande, voulez-vous remplacer la table? Bah, je peux dire oui, je remplace la table. Et mémoire est apparu sur la nouvelle table. D'accord? Donc, il faut faire très attention au niveau. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Exactement. Pour les sommaires, il faut savoir que c'est quoi la différence entre une table de matière et un sommaire. Simplement, dans les tables de matière, on affiche tous les titres possibles, même les sous-titres, les titres et les sous-titres. Par contre, dans un sommaire, c'est juste un tableau pour montrer l'aperçu du document, l'aperçu de l'essentiel du document. Mais la table de matière affiche tout le document avec tous les titres et sous-titres. Par contre, un sommaire affiche un tableau contenant simplement l'essentiel des titres. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de sous-titres dans les sommaires. C'est simplement ça la différence. Maintenant, lorsque vous voulez construire un sommaire, revenez simplement, je vais ajouter une nouvelle page vierge. Je me positionne quelque part là, je viens dans insertion. J'ajoute une page vierge. Cette fois-ci, j'écris sommaire. J'augmente, je mets en gras, j'augmente la taille, je vais centrer ceci. Comment je ferai? Je reviens à la ligne. En gros, d'après ce que j'ai dit, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des sous-titres dans les sommaires. Ce qui veut dire, on va retirer ça, ça, ça. Ça, c'est niveau 4, ça, c'est niveau 3, 3. On va conserver que le niveau 1 et le niveau 2. OK? Ça veut dire que notre sommaire sera constitué de niveau 1 et de niveau 2. Il n'y aura pas de niveau 3 ni de niveau 4. Donc, si nous revenons sur référence, table de matière personnalisée, je dois conserver que 2 niveaux. Je diminue plutôt, je laisse à 2 niveaux. D'accord? Et j'appuie sur OK. Il va me demander, est-ce que je dois remplacer la table de matière? Là, cette fois-ci, il ne faut pas dire oui. Parce que si vous dites oui, lui, il va supprimer cette table de matière. Il va remplacer par ce que nous voulons faire. Dites non. Comme ceci, il va ajouter la même chose, mais cette fois-ci, ici à ce niveau. Et avec, il ne va pas ajouter les sous-niveaux. D'où nous obtenons ce résultat et ça fait office de notre sommaire. Je peux sélectionner tout ceci comme cela. C'est pareil, je vais augmenter la taille parce que c'est un peu trop petit pour moi, c'est un peu trop petit à mon goût. Bon, ça c'est un peu trop grand. Je sélectionne de nouveau. Je laisse à 12. Voilà, c'est plus convenable. Et ça également, je peux sélectionner tout. Je change, j'augmente la taille pour mettre à 12 également. Voilà. Donc, vous savez tout des sommaires et des tables de matière automatiques. Cette notion de table de matière automatique,
les étudiants aiment souvent employer cela. Mais ça a de sens simplement lorsqu'on corrige votre document, on corrige la version électronique de votre document. Pourquoi l'on dit automatique? Pourquoi? Parce que là, je suis à la fin de la page. Si je vais revenir, par exemple, au titre dédicace qui est pratiquement au-dessus, je serai contraint de défiler comme ceci. C'est pénible. Donc, vu que la table de matière est là, j'appuie sur la touche contrôle et j'ai la possibilité. Déjà, quand j'appuie sur contrôle, le curseur change. C'est une main qui s'affiche. Et je peux sélectionner. Si je clique sur dédicace, il me renvoie automatiquement à la première page. Je peux également manipuler selon cette structure. Si j'appuie sur introduction générale, il me balance directement à l'introduction générale. C'est simplement cette notion qui définit ce que c'est que l'automatisation, d'où la table de matière automatique. Mais lorsqu'on imprime déjà votre mémoire, tout ça, ça n'a plus de sens. Cette notion de table de matière automatique n'a plus de sens. C'est juste une table de matière. Vu que c'est une version papier, on ne peut pas défiler de manière automatique. D'accord? Donc, c'est juste par abus de langage que les étudiants disent ça. Concernant les tables de matière, c'est également bon. La mise en page au format paysage. C'est plutôt plutôt mettre une page au format paysage. Je pense que je commence à fatiguer. Ça fait déjà près d'une heure que je fais ce tutoriel. C'est pénible. Voyons voir. Nous pourrions en finir avec cela. Ce que j'aurai à faire. Si vous avez déjà assisté à la formation, ceci ne sera qu'un rappel pour vous. D'accord? Comment mettre une page au format paysage? Je vais dézoomer pour que vous ayez un aperçu du mémoire. Voilà. Comment mettre une page cible au format paysage? Pour ce faire, on va dire, nous voulons mettre la deuxième page au format paysage et toutes les autres pages au format portrait. En ce moment, ils sont au format portrait. Pourquoi? Venez sur mise en page. Ça, c'est l'orientation des pages. Voici à quoi ressemble le format paysage. Je coche. Voilà. Il se positionne de manière horizontale. Si je veux qu'il se positionne de manière verticale, à l'exception de la page de garde que vous voyez, qui est au vertical. Les autres se sont mis en horizontal. Pourquoi? Parce qu'il a eu à faire des manipulations concernant cette page, ce qui donne l'effet-ci. Nous allons essayer de reproduire le même effet pour figer que cette page sur ce format et les autres au format portrait. Je ramène au format portrait. Pour ce faire, il faut faire une chose. Il faut faire maintenant les sauts de section. Et aussi, nous pourrions annuler les liaisons des pages éventuellement. Je vais zoomer. Pour faire cela convenablement, désolé, oh là là. Ok. Par la même occasion, pour ceux qui ont des soucis, en gros, s'ils ont ce type d'affichage et qui n'ont pas à chaque fois leur menu, leur barre déroulante fuit à chaque fois qu'ils essaient de faire des modifications, simplement double-cliquer sur le menu accueil et puis la barre ci va se figer. D'accord? Ça, c'est juste un truc en passant. Normalement, ceci est sur la page suivante. La page suivante est à ce niveau. Il faudrait qu'on dissocie les pages en sections. D'accord? Là, maintenant, la page ci jusqu'aux autres pages, ils sont tous sur une même section. Pourquoi on les dissocie? Il faut que cette page soit dans une section à part, seule dans sa section,
pour que les modifications qui s'appliquent à elle ne s'appliquent qu'à elle seule. Si les deux pages et les autres pages sont sur une même section, les modifications qui seront faites sur ces pages vont s'appliquer à toutes ces pages qui sont sur la même section. Donc, le défi, c'est de séparer cette page de cette section. Pour ce faire, venez, comme c'est sur cette page où nous voulons appliquer la modification ou soit séparer de section, revenez sur la seconde page, effacez une fois pour ramener le texte sur la première page en question, la page à laquelle on veut la dissocier. Venez sur insertion, ou soit sur, c'est plutôt sur mise en page toujours. Vous allez avoir l'option sur les pages, cliquez sur la petite flèche là. À ce niveau, il y a sur les pages et sur les sections. Première option, page suivante. Et vous cliquez. Il va simplement ramener le texte qu'on a ramené ici à la page suivante. Mais ça fait quoi? Ça fait à ce que cette page n'appartient plus à cette section. La petite manipulation que nous venons de faire a fait à ce que cette page appartient désormais à une autre section. Et pour vérifier cela, on peut revenir sur le menu accueil, cocher sur notre vérificateur. Et vous verrez ici, c'est affiché quoi? Saut de section. Saut de section à ce niveau. Il y a eu un saut de section à ce niveau-là. Et cette fois-ci, si je reviens, je me positionne sur cette page. D'accord? Je fais un clic sur cette page. Je viens sur mise en page. L'orientation, je mets au format paysage. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ça? La deuxième page s'est mise au format paysage, et les autres ont conservé leur format. Par contre, cette fois-ci, si je viens ici également que je change l'orientation, il se met au format paysage et toutes les autres pages font pareil. Ok, je vais encore refaire la même chose. Avant, ils ont fait le saut de section pour cette page, c'est pour ça où cette section n'est pas, cette page n'est pas affectée. En ce moment, nous avons 3 sections. Il y a eu également, si vous voyez bien à ce niveau, il y aura saut de section quelque part ici également. Juste qui serait un peu à ce niveau, vous avez vu ça? Il est resté à ce niveau pour faire le saut de section. Donc, il y a eu saut de section là, il y a eu saut de section ici. Si je veux également mettre cette page au format, je reste sur n'importe quelle page à ce niveau, je remets au format portrait. Cette fois-ci, si je veux mettre cette page, d'accord, cette page en paysage, il faut que celle-ci appartienne à une section à seule. Elle doit être à seule. Pour ce faire, il faut que celle-ci appartienne à une autre section, celle-ci à une autre section et ceci à une autre section. Cette notion, elle est légèrement complexe à appréhender, mais si vous faites de la manipulation, pratiquez simplement et vous allez comprendre le truc. Déjà, je ferai quoi? Comme je vous ai dit, c'est cette page où on veut mettre au format paysage. Il faut qu'elle appartienne à une autre section. La chose qu'on voulait faire, c'était quoi? Imaginons que c'était comme ceci. Je vais, comme toujours, venir sur l'autre, le titre de la page suivante, ramener le texte au-dessus. Lorsque le texte est revenu au-dessus, à ce niveau, venez maintenant sur les pages, sur les sections, ajouter sur les sections. On voit à ce niveau sur les sections. Et si nous tentons cette fois-ci de changer l'orientation, vous verrez que les deux pages ont été affectées. Alors que nous voulons simplement que cette page qui se transforme, format paysage. Et là, c'est pas que 2, c'est pratiquement 3. Je vais revenir sur l'orientation principale. Le problème se situe simplement où? Cette page que vous voyez, nous avons effectué un saut de section pour cette page. Mais elle appartient également, elle est également dans la même section que cette page. D'où elle ne peut pas changer de format sans que celle-ci ne change également de format. D'où il faut également les dissocier pour pouvoir faire des manipulations seulement que sur celle-ci. Donc nous allons imaginer que nous voulons attribuer celle-ci à une autre section. Tout simplement, je viens ici, je ramène le texte au-dessus. Là, le texte est revenu. Si je ne me trompe pas, je fais CTRL Z, je vois ce que j'ai eu à faire. Le 2 est à ce niveau. Soit je reviens ici pour faire un clic. Je cliquez sur votre touche du clavier supprimer pour amener le texte
Là, il a juste ramené le texte encore sur cette page, chose que je ne sais pas trop convenable. Mais on fera avec, d'accord? Ça ne, c'est pas trop illustratif par rapport à mes explications, mais cliquez simplement sur la touche supprimer. Il est resté sur le même positionnement, mais sachez que on peut déjà effectuer le saut de section si nous faisons saut de section, d'accord? Il a effectivement fait le saut de section et vous pourriez vérifier quelque part à ce niveau pour le savoir. Le saut de section doit être inscrit quelque part. Pas grave, il s'est caché quelque part, je n'arrive pas à le voir, c'est pas important. Restons sur cette page, changeons l'orientation cette fois-ci. Et bim, voilà, il s'est mis au format paysage et les autres ont conservé leur format. Simplement parce qu'il est dans une section à seul. Pareil que ça, pareil que ça, pareil que ça, pareil que ça. C'est tout pour ce point sur notre présentation. Et je pense que la formation prend... Enfin, j'espère que j'ai été le plus clair que possible. Si mes explications ont été... Je ne sais pas si ça a été facile ou complexe. Néanmoins, ça c'est la phase tutoriel. Il y a également la phase pratique qui s'est passée. Donc, j'ose espérer que ceci est assez clair pour que vous puissiez appréhender toutes les notions et que cela puisse être un accompagnement solide pour vous. Je peux éventuellement maintenant revenir sur la phase théorique, sur les bonnes pratiques à avoir sur Word. Je pense que rien n'est compliqué à ce niveau, c'est juste un peu d'explication et de lecture et vous aurez à comprendre. Rien n'est bien méchant. Voilà, nous sommes sur notre document de nouveau. Ok, les bonnes pratiques. Éviter les raccourcis sur le bureau. La création des fichiers. Il faut éviter les raccourcis sur le bureau pour créer des fichiers. Utilisez clic droit nouveau document Word. Pourquoi? Cela est une mesure de sécurité qui assure l'intégrité et la disponibilité du document. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils veulent travailler sur Word, ils utilisent ce raccourci-là. Ils ouvrent le raccourci de Word, ils ouvrent la page vierge et commencent à travailler. Je peux déjà décocher la vérification. Commence à travailler. Pourquoi? C'est pas du tout la bonne manière de le faire. Pourquoi? Parce que là, si votre machine s'éteint ou soit il y a de quelconque panne, vous perdez le contenu de votre document. Soit une grande partie, soit tout le document sera perdu. Parce que vous n'avez pas pris le soin de faire CTRL S pour sauvegarder ou soit sauvegarder avec ce bouton à l'avance. Donc, si votre machine s'éteint, vous perdez également vos données. D'où la bonne pratique, c'est de faire un clic droit sur le bureau. Je suis sur Windows 11, c'est pour ça l'interface est différente. Si vous êtes sur Windows 10, vous aurez un truc comme ceci. Venez sur Nouveau ou New, ça c'est en anglais. Recherchez document Word. Ensuite, donnez un titre à votre document. Et vous pourrez ouvrir le document aisément et commencer cette fois-ci à travailler. Et même si votre machine s'éteint et autres, vous conservez votre document parce que le document Word déjà a été créé et il est là. Mais tout ceci n'a que de sens si vous sauvegardez continuellement votre travail. À chaque évolution, n'oubliez pas de faire CTRL S pour sauvegarder à chaque fois, ou soit cliquez ici à chaque fois. Voilà, c'est pour vous permettre de connaître cela. La compatibilité des versions. Comme je vous avais dit, il y aura des gens qui vont travailler sur différentes versions de Word. Donc, vous n'aurez pas les mêmes menus ou soit les mêmes options sur l'interface. Pour une personne qui travaille sur Word 2013, il n'aura pas les mêmes menus que pour quelqu'un qui travaille sur 2016, 2019, Microsoft 365. Ça varie. Donc, il faut connaître la version de Word sur laquelle vous travaillez. Voici une petite description. On dit quoi? Un document créé dans une version antérieure, passée, peut afficher des décalages de marge, de positionnement ou de style s'il est ouvert dans une autre version plus récente. Ça, c'est également un avertissement. Quelqu'un qui travaille sur un Word 2013 et que plus tard, il a connu, je sais pas, une panne et qu'il copie son document, il part sur une autre machine et sur cette nouvelle machine, c'est Word 2016 qui est installé. Lorsqu'il va ouvrir son document, il va constater qu'il va y avoir des changements, soit de positionnement
de ces éléments, soit le style de texte sera différent, ou soit les marges, il va y avoir des décalages de marges, etc. Donc, il faut faire attention à la version sur laquelle vous travaillez. Si vous travaillez sur 2013, lorsque vous migrez vers une autre machine, assurez-vous que cette machine a également Word 2013 installé dessus. Sinon, vous aurez quelques changements subtils ou soit plus ou moins subtils. D'accord? Ensuite, la sauvegarde et impression. Toujours sauvegarder continuellement votre document lorsque vous travaillez. Et le réflexe de faire CTRL, la touche CTRL plus S, CTRL plus S. Ça, il faut le faire continuellement. Toujours convertir en PDF avant l'impression. Afin de préserver la mise en page et d'éviter les mauvaises surprises, il faut convertir vos documents en PDF. Toujours convertir votre document en PDF. Pourquoi? Parce que ça conserve la forme originelle de votre document. Pourquoi? Parce que lorsque vous partez, vous remettez une version Word de votre document à celui qui va imprimer votre support, par exemple, et que sur sa machine, il ouvre la version Word et que sur sa version, sur son ordinateur, la version Word, c'est autre version qui est installée, il va imprimer votre document et vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir des décalages de texte, de l'image, de certains éléments. Et ça ne serait pas du tout convenable. Donc, lorsqu'on convertit un document Word en PDF, ça assure la structure originelle. D'accord? D'où également la notion, une petite remarque ici, hébergez votre document quelque part de manière accessible à tout moment sur le web. Lorsque vous travaillez sur un document aussi important que votre mémoire, arrivé à un certain niveau, il faut que vous gardez cela quelque part où ça sera accessible. Quand je dis quelque part, je ne vous conseille pas de conserver sur un disque dur, sur une clé USB ou sur votre propre machine. Parce que ces trois éléments que j'ai cités, ce sont des matériels électroniques qui peuvent à tout moment avoir des pannes, se perdre, etc. Par contre, si vous conservez ça par exemple sur votre boîte mail, ou soit sur l'application Telegram sur votre compte, ou soit GitHub exemple, plusieurs exemples, ou même sur WhatsApp, vous pourriez consulter cela à tout moment. Il faut juste avoir la connexion Internet et c'est tout. Par contre, si vous conservez sur une clé USB et que la clé USB se perd, vous avez perdu également votre document. Si sur votre machine, si votre machine tombe en panne, bah, vous perdez également. Donc, prenez le soin à chaque évolution, si vous faites des modifications conséquentes, hébergez cela par exemple sur votre boîte mail. C'est le conseil que je peux vous donner le plus facile, c'est chacun a des boîtes mail envoyées à quelqu'un ou soit même à vous-même sur votre conservé dans un brouillon, peu importe, envoyé. Vous pourrez avoir accès à cela à tout moment. En cas de dysfonctionnement, si le document présente des comportements anormaux ou des modifications involontaires difficiles à corriger, voici une solution simple. Souvent, vous vous levez un beau matin, vous vous rendez compte qu'il y a eu par exemple des marges qui sont ajoutées, des espacements que vous n'arrivez pas à contrôler, vous n'arrivez pas à supprimer. Pour ce faire, un truc très facile, créez un nouveau document vierge et faites CTRL A de votre ancien document, collez à l'intérieur du nouveau document. Pourquoi? Ce nouveau fichier aura des paramètres réinitialisés par défaut, ce qui peut résoudre un bon nombre de problèmes. En gros, créez juste un nouveau document à part, parce que là, le nouveau document aura tous les paramètres seront réinitialisés. Ça veut dire que les problèmes que vous avez eu sur votre ancien support n'existera plus. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de copier l'ancien contenu et de coller, mais ne collez pas avec la mise en forme. Coller sans mise en forme. Il y a plusieurs manières de coller quelque chose. Lorsque je suis sur Word et que je copie ceci, je copie et que je reviens quelque part, je dis je veux coller ça quelque part, peu importe, je veux coller. Regardez, il y a plusieurs manières de coller quelque chose. Ici, on me dit conserver la mise en forme. Ne conservez pas. Coller, ici, fusionner la mise en forme. Même ça, vous n'avez pas besoin de faire. Sélectionnez la dernière option. Conserver uniquement le texte. Comme cela, il va enlever. Si vous avez eu des problèmes d'espacement, il va ignorer ces problèmes d'espacement. Il va coller que le texte. D'accord? Voilà. La sécurité. Vous pourrez également protéger votre document par protection. Vous pourriez attribuer un mot de passe à votre document, chose qui est facile à faire. Pour cette partie, venez sur ce fichier information, protéger le document. Vous pourriez trouver ça ici, comme on dit fichier, ça est là, menu fichier, information, protéger le document, cliquez à ce niveau, première option. Ah non, désolé, chiffrer avec un mot de passe.
attribuer un mot de passe 1, 2, 3, 4 par exemple. Ensuite, confirmer 1, 2, 3, 4. Et puis, je sauvegarde. Et puis, c'est bon. Si c'est en surveillance, c'est pour me dire que le document a été protégé par mot de passe. Si je vais réouvrir ce document, j'enregistre le document, je ne sais plus c'est lequel. Oui, pour ouvrir maintenant ce document, il me demande un mot de passe. C'est pas ce document. Déjà, je vais fermer tout ce que j'ai comme document Word parce que il faut pas confondre. C'est pas ce document que j'ai essayé d'ouvrir. Si j'ouvre, il va me demander un mot de passe. Si j'entre n'importe quoi, il dit que je peux pas ouvrir le document. Il m'affiche le document, mais c'est vide. Il n'y a rien dedans. Pour ce fait, il faut que j'entre maintenant mon mot de passe qui était 1, 2, 3, 4. J'ouvre de nouveau. 1, 2, 3, 4. Et j'ai accès à mon document. J'ai accès à mon document. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les conseils que j'ai à vous donner. Merci. Je pense que c'est la fin du tutoriel. Merci pour tous ceux qui ont suivi et à la prochaine.